Claire ne dormait pas. Son mari parti, elle s'était jetée tout habillée sur son lit, et depuis elle n'avait plus bougé. Le monde et l'univers autour d'elle devenu un édifice fragile prêt à s'écrouler au moindre geste qu'elle aurait fait. C'était déjà trop de respirer, trop de sentir le sang battre à ses tempes, de savoir que ses yeux étaient ouverts pour voir quoi, mon Dieu. Mais elle n'osait pas les fermer. Non par peur de la nuit, pouvait-on être plongé dans une nuit plus profonde que celle où elle était, mais parce que le moindre geste, celui d'étendre la main vers le commutateur, eût déchaîné en elle tout ce qu'elle s'appliquait tant à tenir soumis, les cris, les gestes désordonnés de la douleur, la folie des larmes. Elle ne le voulait pas. Le mieux était de serrer les dents aussi longtemps qu'il serait nécessaire, de faire confiance. Mais à quoi? À qui? Elle ne voulait pas s'interroger. De même qu'elle arrêtait tous ses gestes, cette sourde volonté de son corps qui à chaque instant voulait bondir et qu'elle maîtrisait comme on maîtrise une bête. De même, elle arrêtait toutes ses pensées, les brisant net au fur et à mesure qu'elles se présentaient, et il s'en présentait sans cesse, tout entière appliquée à la volonté d'attendre et de n'être rien en attendant. Cela pouvait durer longtemps. Cela durerait sûrement longtemps, peut-être au-delà de ses forces, jusqu'au moment où parviendrait le télégramme de « papa ». Le mot « papa » faillit tout compromettre. Elle fut sur le point, en pensant ce mot, de céder et de se laisser vaincre. Et ce ne fut pas trop de toute sa volonté pour résister. Mais un instant plus tard, ce fut à recommencer. La douleur était presque sans rapport avec son objet. C'était quelque chose d'autonome, et qui, si elle ne pouvait venir de n'importe où, n'en restait pas moins, une fois venue, mystérieusement oublieuse de sa source. La bonne était entrée. Elle avait annoncé que le repas était servi. Cela aussi avait failli tout compromettre. À la simple vue de la bonne, Claire s'était dressée sur son séant, prête à hurler, et sa bouche s'était ouverte toute grande, ronde, à la stupéfaction de la bonne, habituée à une patronne calme, toujours maîtresse d'elle-même et d'humeur égale. Mais Claire s'était encore tirée de ce mauvais pas, trouvant le courage de jouer la comédie du réveil en sursaut, du malaise, de la migraine, et congédiant la bonne en quelques mots jusqu'au lendemain. Pas question de manger. La bonne disparue, elle était retombée aussitôt dans sa léthargie qu'elle aurait voulu pourtant plus totale et plus vraie. De longues heures s'étaient écoulées. Depuis lors, rien ni personne n'était plus venu la troubler. Comme du fond d'une maladie, elle avait écouté sans impatience et sans résignation les bruits ordinaires du lycée, la cloche que tirait le concierge, les sabots des internes qui se rendaient au réfectoire, le tintamarre des assiettes de faïence sur les tables de marbre, puis la rentrée à l'étude, puis de nouveau les sabots à la montée au dortoir, puis rien. Rien que le silence avec le ressac du vent dans la nuit, rien que la lumière de la lampe électrique qui faisait étinceler dans un coin devant elle un cadre doré, rien que l'attente qu'il faudrait pourtant demain dissimuler. En serait-elle capable? Autant ne pas y penser encore. Il fallait d'abord épuiser la nuit. À chaque minute suffisait sa peine. Elle se dressa, les yeux grands ouverts. Qu'est-ce que c'était que cette clé? Toi! Elle sauta à bas du lit dans un heurt unique et sourd de 2 talons qui s'enfoncent dans le tapis. Dans quel état? Un murmure qu'il entendit à peine. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Pas de train pour les civils. On aurait dit qu'il avait roulé dans tous les ruisseaux de la ville. Sa redingote tachée de boue lui collait aux épaules comme une serviette. Il ne lâchait pas sa valise, ne bougeait pas, baissait la tête, longue silhouette noire sur le gris bleu de la porte. Un homme traqué, à bout de souffle, après une course éperdue et qui n'aurait plus que la force de s'appuyer de l'épaule contre cette porte, où ses poursuivants allaient tout à l'heure heurter. Idée folle qui traversa l'esprit de Claire. Debout devant le lit, aussi immobile que son mari, elle sursauta à un choc sourd qu'elle prit d'abord pour le heurt maladroit d'un pas dans l'escalier. C'était la valise qu'il lâchait enfin, desserrant l'étreinte de ses doigts engourdis. Elle tomba, s'ouvrit. Tout son contenu roula par terre, la chemise de nuit, des objets de toilette, des papiers.
Il ne bougea même pas la tête, mais sa main rouge, dont les doigts portaient en dedans la trace blanche de la poignée, monta vers sa bouche en tremblant, comme secouée de brusques et successives décharges. Et bien avant qu'elle eût atteint son but, M. Marchandeau, secoué par une nouvelle quinte, fut comme arraché à la porte. Il fit quelques pas, ployé en deux, et s'écroula sur une chaise. Claire s'élança vers lui comme pour l'empêcher de tomber, et la quinte passée, elle lui entoura les épaules de son bras, se pencha pour mieux entendre ce qu'il essayait de dire. Il était sans souffle. Elle comprit tout de même qu'il lui parlait d'un poêle chauffé à blanc. « Un poêle ?»« Dans la salle d'attente. » Il fit avec la main le geste de ceux qui étouffent. Elle commença à le déshabiller, et il se laissa faire comme un enfant, sans volonté. Le brusque passage du froid de la nuit à l'atmosphère tiède de cette pièce avait achevé d'étourdir M. Marchandeau. Il laissait aller sa tête comme un homme près de s'endormir ou de s'évanouir. Elle soutint cette tête d'une main tout en continuant de l'autre à le déshabiller. La vaillance consistait en ce moment à faire des choses extrêmement simples et à les bien faire. Elle aurait toujours le temps de s'inquiéter plus tard. La stupeur où l'avait plongée le retour de son mari disparaissait peu à peu, comme disparaît un engourdissement, et le sang qui s'était bloqué dans ses membres reprenait son cours, rendait à son corps toute la souplesse, toute l'énergie requise. Elle n'existait plus que par la tension de ses regards. Elle sentait ses yeux tirés au fond des orbites, la peau de ses tempes tendue, et des fibres les plus lointaines et les plus ténues de l'être, par une mobilisation de toute sa personne en vue de la chose à faire. Ce n'était pas de l'exaltation, mais une présence, une attention portée à son comble, une volonté, mais qui n'était pas choisie. Elle était devenue à elle-même comme une sorte de personnage tendu et cristallin, entièrement cohérent avec ses actes, et cependant doué d'une merveilleuse et barbare faculté de se voir agir, penser et souffrir. Cet état durerait aussi longtemps que la tâche ne serait pas accomplie. Peut-être. Ensuite, l'être de cristal se briserait-il ? Encore n'était-ce pas sûr. Elle espérait qu'elle le dominerait même alors. Elle s'émerveillait elle-même de la précision, de l'économie et de la patience de ses gestes, comme si en elle un être dédoublé eût agi pour elle. Sa fébrilité tout intérieure passait à peine dans ses doigts, et comble de bonté, d'amour et d'oubli de soi, elle trouvait le moyen de sourire quand il le fallait à ce visage de moribond. Les boutons résistaient. La jaquette et la veste ôtées, il restait à enlever tout le reste, le plus difficile, et elle s'agenouilla pour dénouer les cordons de ses souliers. Il y avait des nœuds comme aux souliers des enfants. Elle en dénoua un avec ses dents. Il la laissa faire avec une passivité molle qui multipliait les difficultés de la tâche. Elle, cependant, pensait à 1000 choses immédiates. L'emmener à la salle de bain, le frictionner à l'alcool, préparer une bouillotte, le coucher, lui faire avaler une boisson chaude. Dans toutes ces choses, la bonne eût pu l'aider. Rien n'était plus simple que de le laisser là un instant et d'aller réveiller la bonne. Elle ne le voulut pas, non qu'elle redoutât de laisser voir à une bonne le malheur qui les frappait tous les deux, et sous quel aspect. Mais précisément ce malheur était quelque chose entre eux qui ne regardait personne d'autre. Et quiconque en ce moment lui eût offert du secours, elle l'eût refusé. Pas plus que l'amour, le malheur ne se partageait, et si quelque chose en ce moment pouvait l'aider, c'était la pensée que cette tâche à accomplir était bien à elle, et rien qu'à elle.